La rose alchimique, le secret de Nicolas Flamel. L'apprenti des ombres. Les ruelles tortueuses du Paris médiéval s'étiraient comme un labyrinthe de pierres sous un ciel gris de décembre 1462. L'hiver s'était installé précocement cette année-là, enveloppant la ville d'un manteau de brume glaciale qui s'accrochait aux façades des maisons à colombages. Dans une modeste boutique d'apothicaire de la rue des Écrivains, niché entre une boulangerie et un atelier de copiste, Jean-Baptiste Dubois essuyait la poussière des étagères avec une attention particulière. À 18 ans, il était grand pour son âge, avec des yeux verts perçants qui semblaient toujours chercher quelque chose au-delà du visible. Ses cheveux châtains ébouriffés lui donnaient un air perpétuellement distrait, mais ceux qui le connaissaient bien savaient que derrière cette apparence se cachait un esprit vif et curieux. Ses mains, déjà marquées par les brûlures et les taches d'innombrables préparations, témoignaient de son dévouement à l'art de l'apothicairerie. La boutique elle-même était un monde à part, un sanctuaire d'odeurs et de mystères. Des centaines de fioles en verre soufflé s'alignaient sur les étagères en bois sombre, certaines contenant des liquides aux couleurs improbables, d'autres remplies de poudres aux propriétés mystérieuses. Du plafond pendaient des bouquets d'herbes séchées, sauge, romarin, lavande, et d'autres plus rares dont les noms n'étaient connus que des initiés. L'air était chargé d'effluves d'encens et d'huiles essentielles, créant une atmosphère presque mystique. Jean-Baptiste. La voix rauque de maître Laurent résonna depuis l'arrière-boutique, faisant sursauter le jeune homme. « L'as-tu terminé l'inventaire des racines de mandragore ?»« Presque, maître, répondit-il précipitamment, rangeant avec des gestes furtifs un vieux grimoire qu'il lisait en cachette derrière un pot de romarin séché. Son maître n'approuvait pas son obsession croissante pour l'alchimie, la considérant comme une distraction dangereuse de ses véritables devoirs. Maître Laurent émergea de l'arrière-boutique, sa silhouette massive projetant une ombre imposante sur le plancher usé. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au visage marqué par les années et les réflexions profondes. Sa barbe grisonnante soigneusement taillée et ses yeux d'un bleu délavé lui donnaient un air de sage, mais Jean-Baptiste avait appris à y déceler aussi une pointe de malice. « Et tu lis encore ces vieilles légendes, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, son regard se posant sur le coin de parchemin qui dépassait encore de la cachette improvisée. « L'alchimie n'est pas un jeu, mon garçon. Nos clients comptent sur nous pour guérir leurs maux, pas pour transformer le plomb en or. » Jean-Baptiste rougit légèrement mais soutint le regard de son maître. « Mais maître, les anciens textes parlent de guérisons miraculeuses, de remèdes qui peuvent soigner toutes les maladies. N'est-ce pas là le but ultime de notre art ?» Maître Laurent soupira, un sourire indulgent adoucissant ses traits. « L'art de la guérison demande de la patience et de la précision, pas des rêves de grandeur. Concentre-toi sur l'apprentissage des bases avant de vouloir percer les mystères de l'univers. » La clochette de la porte d'entrée tinta soudain, interrompant leur conversation. Une silhouette encapuchonnée se glissa dans la boutique, apportant avec elle une bouffée d'air glacial et quelques flocons de neige qui commençaient à tomber sur Paris. Jean-Baptiste reconnut immédiatement la démarche gracieuse d'Isabelle de Montfort, la fille d'un riche marchand de soieries et son amie d'enfance. Isabelle rejeta son capuchon en arrière, révélant un visage fin encadré de boucles au burn. Ses yeux noisettes brillaient d'une excitation contenue, et ses joues étaient rougies par le froid et la hâte. « Jean, dit-elle dans un murmure précipité, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon père. » Maître Laurent s'inclina légèrement. « Mademoiselle de Montfort, quel plaisir de vous voir. Votre mère a-t-elle apprécié la tisane pour ses migraines ? » « Oh, oui, grandement, je vous remercie, répondit-elle poliment, mais son attention restait fixée sur Jean-Baptiste. « Puis-je emprunter votre apprenti quelques instants ? J'ai quelque chose d'important à lui montrer. » Le vieil apothicaire hésita un instant, puis hocha la tête. « Très bien, mais pas plus d'un quart d'heure. Ces racines de mandragore ne vont pas s'inventorier toutes seules. » Dès que maître Laurent retourna dans son laboratoire, Isabelle sortit de sous sa cape un petit carnet relié en cuir usé. Ses mains tremblaient légèrement d'excitation. « Regarde ce que j'ai trouvé caché derrière les vieux registres de commerce de mon père. » Jean-Baptiste prit délicatement le carnet. Le cuir était craquelé par les années, mais on pouvait encore distinguer des symboles alchimiques gravés sur la couverture. Son cœur se mit à battre plus fort quand il reconnut le symbole de la rose et du serpent entrelacés, une marque qu'il avait vue dans ses lectures secrètes. « Où l'as-tu » commença-t-il, mais sa voix s'étrangla quand il ouvrit la première page.
L'écriture était fine et serrée, remplie de symboles et de diagrammes complexes. Et là, en bas de la page, une signature qu'il n'aurait jamais cru voir de ses propres yeux, Nicolas Flamel, Anno Domini 1418. Le temps sembla s'arrêter dans la petite boutique. Même les odeurs d'herbe et d'encens parurent se figer dans l'air. Jean-Baptiste sentait le poids de l'histoire entre ses mains tremblantes. Nicolas Flamel, le plus célèbre des alchimistes parisiens, celui qui aurait découvert le secret de la pierre philosophale. « C'est impossible, murmura-t-il, tournant précautionneusement les pages jaunies. Flamel est mort il y a plus de 40 ans. Comment ? Mon père a acheté une partie de la bibliothèque d'un monastère l'année dernière, expliqua Isabelle, se penchant pour examiner les pages avec lui. Ce carnet devait être caché parmi les autres livres. Jean, tu te rends compte de ce que cela signifie ? Il hocha lentement la tête, incapable de détacher son regard des symboles mystérieux qui couvraient les pages. Si c'est authentique, c'est peut-être le plus grand secret de l'alchimie qui est entre nos mains. Un bruit dans la rue les fit sursauter. À travers la vitrine embuée, ils aperçurent une silhouette qui s'éloignait rapidement dans la neige qui tombait maintenant plus drue. Jean-Baptiste crut reconnaître la démarche de Pierre Morin, l'apprenti de l'apothicaire concurrent, mais il n'en était pas sûr. « Nous devons être prudents, dit-il à voix basse, cachant le carnet sous son tablier. Si les gens apprennent que nous avons le journal de Flamel. » Isabelle acquiesça, comprenant l'importance du secret. « Retrouve-moi ce soir, après le couvre-feu, dans la crypte de Saint-Jacques. Nous pourrons l'étudier tranquillement. » La clochette de la porte tinta à nouveau alors qu'elle sortait, laissant Jean-Baptiste seul avec ses pensées tourbillonnantes. Il caressa la couverture du carnet à travers son tablier, sentant les symboles gravés sous ses doigts. Une nouvelle vie semblait s'ouvrir devant lui, pleine de promesses et de dangers. Dans l'arrière-boutique, il entendit maître Laurent qui fredonnait doucement en préparant ses remèdes. Son mentor lui avait toujours enseigné la prudence, la patience, les vertus d'une vie simple dédiée à l'art de la guérison. Mais maintenant, avec ce carnet entre les mains, comment pouvait-il ignorer l'appel de mystère plus grand ? La neige continuait de tomber dehors, transformant les ruelles de Paris en un labyrinthe blanc et silencieux. Dans la boutique aux 1000 senteurs, un jeune apprenti se tenait immobile, le cœur battant, sur le seuil d'une aventure qui allait changer sa vie à jamais. Les ombres s'allongeaient dans la boutique alors que le jour déclinait, et avec elles grandissaient les mystères et les promesses du journal de Nicolas Flamel. Ce soir, dans la crypte de Saint-Jacques, commencerait véritablement son voyage vers les secrets de la rose alchimique. Mais pour l'instant, il devait retourner à ses racines de mandragore, gardant précieusement contre lui le poids du destin sous forme d'un vieux carnet en cuir. Le journal de Flamel. La nuit était tombée sur Paris, transformant les ruelles en corridors d'ombre où seules quelques lanternes jetaient une lumière vacillante. La neige avait cessé, laissant derrière elle un silence épais qui étouffait les bruits de la ville. Jean-Baptiste progressait prudemment vers l'église Saint-Jacques, le précieux journal dissimulé sous sa cape, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacé. La crypte de Saint-Jacques était un lieu ancien, plus vieux encore que l'église elle-même. On disait que des alchimistes s'y étaient autrefois réunis en secret, attirés par les étranges propriétés géométriques de sa construction. Jean-Baptiste connaissait bien ces histoires, mais ce soir, elle prenait une nouvelle dimension. Isabelle l'attendait déjà, une petite lanterne à la main. Elle avait réussi à se procurer des chandelles et du parchemin pour prendre des notes. Son visage, éclairé par la lueur tremblotante, reflétait un mélange d'excitation et d'appréhension. « J'ai failli ne pas pouvoir sortir, chuchota-t-elle. Mon père avait des invités ce soir, et ma mère insistait pour que je reste. J'ai dû prétendre avoir la migraine. » Jean-Baptiste sortit le journal de sous sa cape et le posa sur une vieille pierre tombale qui leur servirait de table. À la lueur de la lanterne, les symboles gravés sur la couverture semblaient presque vivants, comme s'ils dansaient dans la pénombre. « Par où commençons-nous ? demanda Isabelle, sortant une plume et de l'encre de son sac. « Par le début, répondit Jean-Baptiste en ouvrant délicatement la première page. L'écriture de Flamel était dense mais élégante, entrecoupée de diagrammes et de symboles alchimiques complexes. En ce jour de la Saint-Michel de l'an 1418, lut-il à voix basse, je confie à ces pages les secrets que j'ai découverts au terme de ma quête. Que celui qui trouve ce journal soit averti, la voie de la rose n'est pas celle de l'or ordinaire, mais celle de la transmutation de l'âme.
Les deux jeunes gens échangèrent un regard. La réputation de Flamel était celle d'un homme qui avait découvert le secret de la pierre philosophale, capable de transformer le plomb en or et d'offrir l'immortalité. Mais ses premiers mots suggéraient quelque chose de différent. Au fil des pages, ils découvrirent que le journal était organisé comme une série d'énigmes emboîtées. Chaque symbole en cachait un autre, chaque phrase avait plusieurs niveaux de lecture. Flamel avait manifestement voulu protéger ses secrets des regards indiscrets. « Regarde ça, dit Isabelle, pointant un diagramme particulièrement complexe. Ces cercles concentriques, avec les symboles du soleil et de la lune. J'ai vu quelque chose de similaire dans les vitraux de Notre-Dame. » Jean-Baptiste hocha la tête, fasciné. Ce n'est pas un hasard. Flamel était un maître verrier avant de devenir alchimiste. Il a peut-être caché des indices dans les vitraux eux-mêmes. Alors qu'ils progressaient dans leur lecture, un passage retint particulièrement leur attention. La rose ne s'épanouit que dans l'obscurité la plus profonde, là où les 4 éléments se rencontrent sous le signe du serpent. Cherchez d'abord le lieu où l'eau rencontre la terre, où le feu danse avec l'air, et où le plomb devient conscience. C'est une énigme, murmura Isabelle. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Jean-Baptiste sortit un petit carnet de sa poche et commença à noter les éléments clés. Les 4 éléments classiques, eau, terre, feu et air. Le serpent est un symbole alchimique courant, représentant souvent la transformation. Et le plomb est le métal de base que les alchimistes cherchent à transformer. Un bruit soudain les fit sursauter. Quelque part dans l'église au-dessus d'eux, une porte grinça. Ils éteignirent rapidement la lanterne, retenant leur souffle dans l'obscurité. Des pas résonnèrent sur les dalles de pierre, puis le silence revint. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, Isabelle ralluma prudemment la lanterne. « Nous ne pouvons pas rester ici, chuchota-t-elle. C'est trop dangereux. »« Tu as raison, acquiesça Jean-Baptiste. Mais où pourrions-nous étudier le journal en sécurité ? » Isabelle réfléchit un moment. « Il y a une pièce cachée dans le grenier de notre maison. Mon père l'utilisait autrefois pour stocker ses marchandises les plus précieuses. Maintenant elle est vide, et je suis la seule à en connaître l'existence. » Ils décidèrent de s'y retrouver le lendemain soir. Alors qu'ils rangeaient leurs affaires, Jean-Baptiste remarqua quelque chose d'étrange sur une page du journal. Des mots écrits à l'encre sympathique commençaient à apparaître sous l'effet de la chaleur de la lanterne. « Attends, dit-il, rapprochant la page de la flamme. Les mots devinrent plus clairs. La véritable transformation ne réside pas dans les métaux, mais dans le cœur de l'apprenti. Cherchez la rose là où les pèlerins commencent leur voyage. » Les pèlerins, murmura Isabelle. Saint-Jacques est le point de départ du pèlerinage vers Compostelle. Un nouveau bruit les interrompit, plus proche cette fois. Sans attendre, ils rassemblèrent leurs affaires et se séparèrent, promettant de se retrouver le lendemain. Sur le chemin du retour, Jean-Baptiste ne pouvait s'empêcher de réfléchir au mystère du journal. Les mots de Flamel résonnaient dans son esprit, la véritable transformation ne réside pas dans les métaux. Qu'est-ce que le grand alchimiste avait vraiment découvert ? La boutique était silencieuse quand il y revint. Maître Laurent devait déjà être couché. Jean-Baptiste monta discrètement à sa petite chambre sous les toits, mais le sommeil le fuyait. Il passa une partie de la nuit à copier les symboles du journal, essayant de comprendre leur signification. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers sa fenêtre, il remarqua quelque chose qu'ils avaient manqué la veille. Certains symboles, vus sous un certain angle, formaient une carte. Une carte de Paris, mais pas le Paris qu'il connaissait. C'était un Paris secret, souterrain, marqué de points et de lignes qui semblaient tracer un chemin mystérieux à travers la ville. Le bruit de Maître Laurent ouvrant la boutique le ramena à la réalité. Il devait descendre, commencer sa journée de travail, faire semblant que rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Le journal de Flamel avait ouvert une porte vers un monde de mystère qu'il ne pourrait plus ignorer. Dans sa poche, il sentait le poids du petit carnet où il avait noté ses observations de la nuit. Les symboles, les énigmes, la carte. Tout cela formait un puzzle dont il ne voyait encore que les contours. Mais une chose était certaine, Nicolas Flamel n'avait pas laissé ce journal par hasard. Il attendait que quelqu'un le trouve, quelqu'un capable de comprendre ses véritables secrets.
La journée promettait d'être longue. Entre les clients à servir et les préparations à faire, Jean-Baptiste devrait attendre le soir pour retrouver Isabelle et poursuivre leurs recherches. D'ici là, il devrait contenir son impatience et jouer son rôle d'apprenti apothicaire. Jean-Baptiste. La voix de maître Laurent montait de la boutique. Les herbes ne vont pas se mélanger toutes seules. J'arrive, maître, répondit-il, cachant soigneusement ses notes sous une lame du plancher. Avant de descendre, il jeta un dernier regard par la fenêtre. Le soleil se levait sur un Paris enneigé, paisible en apparence. Mais sous cette tranquillité, Jean-Baptiste le savait maintenant, se cachait un monde de secrets et de mystères. Et quelque part dans ce labyrinthe de ruelles et de passages secrets, la rose alchimique attendait d'être découverte. En descendant l'escalier grinçant, il ne remarqua pas l'ombre qui s'éloignait rapidement de la boutique, ni le regard inquiet que maître Laurent porta sur lui. La journée qui commençait marquerait le début d'une aventure plus dangereuse qu'il ne pouvait l'imaginer, une quête qui le mènerait bien au-delà des secrets de l'alchimie traditionnelle. Les premiers signes. L'aube se levait à peine sur Paris quand Jean-Baptiste commença sa journée à l'apothicaire. Son esprit, encore plein des mystères du journal de Flamel, avait du mal à se concentrer sur les tâches quotidiennes. La nuit précédente lui semblait presque irréelle, comme un rêve dont il n'aurait pas tout à fait émergé. Maître Laurent semblait particulièrement songeur ce matin-là. Il observait son apprenti avec une attention inhabituelle, comme s'il cherchait à déchiffrer quelque chose sur son visage. « Tu as l'air fatigué, dit-il finalement, tout en pilant des écorces de saule dans son mortier. Les nuits sont faites pour dormir, Jean-Baptiste, pas pour explorer les mystères du monde. » Le jeune homme sursauta presque. Comment son maître pouvait-il savoir ? Mais le vieil apothicaire avait déjà détourné son attention vers une potion en préparation, laissant son apprenti dans l'incertitude. La matinée s'écoula lentement, ponctuée par les visites des clients habituels. Une vieille dame venue chercher son remède pour les rhumatismes, un marchand souffrant de maux d'estomac, une jeune mère inquiète pour son nourrisson fiévreux. Jean-Baptiste les servait mécaniquement, son esprit vagabondant vers le grenier d'Isabelle où il devait se retrouver le soir même. Vers midi, alors qu'il rangeait des pots d'onguents, la clochette de la porte tinta. C'était Pierre Morin, l'apprenti de l'apothicaire concurrent. Grand et mince, avec des yeux sombres et perçants, Pierre avait toujours eu quelque chose d'inquiétant dans son attitude. « Je viens chercher des racines de valériane pour mon maître » annonça-t-il d'une voix doucereuse. Ses yeux parcouraient la boutique comme s'il cherchait quelque chose. « Il paraît que vous avez reçu un nouvel arrivage ?» Jean-Baptiste sentit son cœur s'accélérer. Pierre était-il vraiment là pour de la valériane, ou avait-il vu quelque chose la veille au soir ? « Je vais voir ce qu'il nous reste, répondit-il, disparaissant dans l'arrière-boutique. Maître Laurent émergea de son laboratoire à ce moment-là. « Là, jeune Morin, dit-il d'une voix grave. Comment se porte ton maître ? » Jean-Baptiste, tout en cherchant la valériane, tendait l'oreille pour suivre leur conversation. Quelque chose dans le ton de son maître l'intriguait. « Il va bien, répondit Pierre. Très occupé avec ses recherches. »« Les recherches sont une noble occupation, dit maître Laurent, tant qu'elles restent dans les limites de la sagesse et de la prudence. » Un silence tendu suivit ces paroles. Quand Jean-Baptiste revint avec la valériane, Pierre semblait mal à l'aise. Il paya rapidement et partit, non sans jeter un dernier regard scrutateur autour de lui. « Méfie-toi de ce garçon, dit maître Laurent une fois Pierre parti. Il y a des ombres dans son cœur qui n'attendent que de s'épancher. » L'après-midi passa comme dans un brouillard d'impatience. Enfin, le soir venu, Jean-Baptiste put se faufiler jusqu'à la demeure des Montfort. Isabelle l'attendait près de la porte de service et le guida silencieusement à travers la maison endormie jusqu'au grenier. La pièce secrète était plus spacieuse qu'il ne l'avait imaginé. Des étagères vides couraient le long des murs, et une petite fenêtre en ogive offrait une vue sur les toits de Paris. Isabelle avait préparé une table avec des chandelles et du matériel d'écriture. « J'ai fait quelques recherches aujourd'hui, dit-elle en sortant plusieurs parchemins. Les symboles que nous avons vus dans le journal, certains apparaissent aussi dans l'architecture de Notre-Dame. Et regarde ça. » Elle déroula un plan de Paris qu'elle avait copié d'un vieux livre. Si on relie les points marqués sur la carte du journal, ils forment une rose parfaite, centrée sur l'île de la Cité.
Jean-Baptiste sortit le journal et leurs notes de la veille. À la lumière des chandelles, ils commencèrent à superposer les différents indices. Les heures passèrent tandis qu'ils déchiffraient symbole après symbole, énigme après énigme. La rose ne s'épanouit que dans l'obscurité la plus profonde, murmura Jean-Baptiste, relisant le passage qui les avait intrigués la veille. Et si ce n'était pas une métaphore? Si Flamel parlait littéralement d'un lieu souterrain? Isabelle se pencha sur la carte. Les catacombes. Paris est construite sur un réseau de galeries souterraines. Certaines remontent à l'époque romaine. Où l'eau rencontre la terre, où le feu danse avec l'air. Jean-Baptiste traçait du doigt les lignes de la carte. Ces points, ce ne sont pas des lieux au hasard. Ce sont des entrées vers le Paris souterrain. Soudain, un bruit sourd résonna dans le grenier. Ils se figèrent, retenant leur souffle. Des pas lourds montaient l'escalier. Mon père, chuchota Isabelle, paniquée. Il fait parfois des rondes nocturnes. D'un geste rapide, ils éteignirent les chandelles et rassemblèrent leurs documents. Jean-Baptiste se glissa derrière une grande armoire tandis qu'Isabelle dissimulait les traces de leurs recherches. La porte du grenier s'ouvrit avec un grincement. La lumière d'une lanterne balaya la pièce. Monsieur de Montfort, grand homme aux cheveux grisonnants, apparut dans l'embrasure. Isabelle, appela-t-il doucement. J'ai vu de la lumière. Je suis là, père, répondit-elle, émergeant de l'ombre. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis venue chercher un vieux livre. Son père l'observa un moment en silence. Les livres peuvent être dangereux, ma fille. Certains secrets ne devraient pas être réveillés. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, comme s'il parlait d'autre chose que de simples livres. Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Je vais retourner me coucher, dit-elle d'une voix qu'elle espérait naturelle. Son père hocha lentement la tête. Oui, fais donc cela. Et Isabelle, fais attention à qui tu fais confiance. Une fois son père parti, Isabelle attendit quelques minutes avant de faire signe à Jean-Baptiste de sortir de sa cachette. Ils se regardèrent, troublés par les paroles de Monsieur de Montfort. Il sait quelque chose, murmura Jean-Baptiste. La façon dont il a parlé des secrets. Mon père a toujours été mystérieux, dit Isabelle. Mais depuis que j'ai trouvé le journal, j'ai l'impression qu'il me surveille plus attentivement. Ils décidèrent qu'il était plus prudent de se séparer pour la nuit. Mais avant de partir, Jean-Baptiste remarqua quelque chose sur la carte, un symbole qu'il n'avait pas vu auparavant, presque effacé par le temps. C'était une petite rose entrelacée d'un serpent, exactement comme sur la couverture du journal. Demain, dit-il, nous devons aller à Notre-Dame. Si Flamel était vraiment un maître verrier, les vitraux pourraient nous révéler d'autres indices. Alors qu'il rentrait dans les rues sombres de Paris, Jean-Baptiste ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Maître Laurent le matin même, à l'étrange visite de Pierre Morin, et maintenant à l'avertissement cryptique du père d'Isabelle. Tous semblaient avoir un lien avec le journal, comme si le simple fait de le posséder avait déclenché des forces qui les dépassaient. Dans sa chambre sous les toits, il passa encore de longues heures à étudier ses notes. Les symboles commençaient à former un motif cohérent, une sorte de langage secret qui parlait de transformation, non seulement des métaux, mais de l'âme elle-même. Juste avant que le sommeil ne le gagne, une pensée le frappa, et si Maître Laurent en savait plus qu'il ne le laissait paraître? Son attitude de la journée, ses avertissements voilés. Se pourrait-il que son maître ait lui-même cherché la rose alchimique dans sa jeunesse? Le lendemain promettait d'être riche en découvertes, mais aussi en danger. Car plus il s'approchait de la vérité, plus Jean-Baptiste sentait que d'autres forces s'éveillaient dans l'ombre, des forces qui ne voulaient pas que les secrets de Flamel soient révélés. Dehors, la nuit parisienne était silencieuse, mais quelque part dans l'obscurité, des yeux vigilants observaient, attendant le moment propice pour agir. Les gardiens de la rose. L'aube se levait sur Notre-Dame, ses tours massives se découpant sur un ciel d'hiver d'un gris perle. Jean-Baptiste et Isabelle s'étaient donné rendez-vous dès les premières lueurs du jour, avant que la cathédrale ne s'emplisse de fidèles. L'air était si froid qu'il semblait cristalliser leur souffle en nuages glacés. Les portes ne s'ouvrent qu'à la première messe, chuchota Isabelle, frottant ses mains gantées l'une contre l'autre pour les réchauffer. Comment allons-nous entrer? Jean-Baptiste sourit mystérieusement. J'ai peut-être une solution.
Il sortit de sa poche une vieille clé en fer forgé. Le sacristain vient souvent à la boutique pour des remèdes contre ses rhumatismes. Il m'a parlé d'une entrée secondaire, utilisée par les artisans qui entretiennent les vitraux. Ils contournèrent discrètement l'édifice jusqu'à une petite porte dissimulée dans un renfoncement. La clé tourna dans la serrure avec un grincement qui leur parut assourdissant dans le silence de l'aube. L'intérieur de la cathédrale était plongé dans une pénombre mystique, à peine percée par les premiers rayons du soleil qui commençaient à filtrer à travers les vitraux. L'immensité de la nef vide semblait amplifier le moindre de leurs pas. « Par où commençons-nous » murmura Isabelle, impressionnée par la solennité du lieu. Jean-Baptiste sortit le journal de Flamel et l'ouvrit à une page marquée. « Regarde ce passage, la lumière révèle la vérité à celui qui sait voir au-delà des apparences. Cherchez la rose là où les 12 apôtres contemplent l'éternité. » La rose. Isabelle leva les yeux vers l'immense rosace au-dessus de l'entrée principale. Bien sûr. Les vitraux ne sont pas que des décorations, ce sont des messages codés. Ils se dirigèrent vers le transept sud, où les premiers rayons du soleil commençaient à illuminer les vitraux. Jean-Baptiste sortit les notes qu'il avait prises la veille, comparant les symboles du journal avec les motifs des verrières. Soudain, Isabelle agrippa son bras. Là, dans le vitrail de saint Thomas. Le même motif que sur la carte. En effet, dans un coin du vitrail, presque invisible au premier regard, se trouvait le symbole de la rose entrelacée du serpent. Mais ce n'était pas tout. À mesure que la lumière du soleil montait dans le ciel, d'autres détails apparaissaient. Les symboles changent selon l'angle de la lumière, murmura Jean-Baptiste, fasciné. Flamel n'était pas qu'un maître verrier, c'était un génie. Un bruit de pas les fit sursauter. Se retournant vivement, ils se trouvèrent face à un vieux moine qu'ils n'avaient pas entendu approcher. Son visage ridé était partiellement caché par un capuchon, mais ses yeux vifs les observaient avec une intensité troublante. « Les secrets de Nicolas Flamel attirent toujours les jeunes âmes curieuses, dit-il d'une voix douce qui résonna pourtant dans toute la nef. Mais êtes-vous prêt à comprendre ce que vous cherchez ?» Jean-Baptiste serra le journal contre lui, incertain. « Vous connaissiez Flamel ?» Le vieux moine sourit mystérieusement. « Je suis frère Thomas, et disons que je suis le gardien de certaines vérités. » Nicolas Flamel savait que son journal trouverait un jour le bon apprenti. Peut-être ce jour est-il venu. Il leur fit signe de le suivre vers une porte dissimulée derrière un confessionnal. Un escalier en colimaçon descendait dans les profondeurs de la cathédrale. Peu de gens savent que Notre-Dame cache plus de secrets sous terre que dans ses tours, expliqua frère Thomas tout en descendant les marches usées. Les vrais mystères de l'alchimie ne se trouvent pas dans les laboratoires, mais dans les cryptes où l'obscurité et la lumière se rencontrent. L'escalier débouchait sur une crypte que ni Jean-Baptiste ni Isabelle ne connaissaient. Des colonnes massives soutenaient des voûtes où s'entrecroisaient des nervures formant des motifs complexes. Sur les murs, des fresques à moitié effacées représentaient des scènes alchimiques. « Voici le sanctuaire des gardiens de la rose », annonça frère Thomas. « Depuis des siècles, nous préservons les véritables secrets de l'alchimie, ceux que Nicolas Flamel a redécouverts. »« Nous » interrogea Isabelle. « Une confrérie aussi ancienne que la cathédrale elle-même », répondit le moine. Flamel n'était pas le premier à chercher la pierre philosophale, mais il fut l'un des rares à comprendre sa véritable nature. Il s'approcha d'un mur où était gravé le symbole de la rose. La pierre que cherchent les alchimistes ordinaires n'est qu'une métaphore. La vraie transformation ne concerne pas les métaux, mais l'âme humaine. Jean-Baptiste sentit son cœur s'accélérer. Les mots du journal prenaient soudain un sens nouveau. C'est pour cela que Flamel parlait de la rose plutôt que de la pierre. Exactement, acquiesça frère Thomas. La rose est le symbole de l'épanouissement spirituel, de la transformation intérieure. Mais d'autres cherchent ces secrets pour des raisons moins nobles. Il se tourna vers eux, son visage soudain grave. Pierre Morin et son maître font partie d'une société secrète rivale. Ils croient que les secrets de Flamel peuvent leur apporter pouvoir et richesse. S'ils mettaient la main sur ce journal. Un bruit sourd résonna au-dessus d'eux, comme une porte qui claque. Frère Thomas se raidit. Nous ne sommes plus seuls. Vite, par ici. Il les conduisit à travers un dédale de couloirs souterrains. Les bruits de pas se rapprochaient derrière eux. Finalement,
ils arrivèrent devant une petite porte en bois. Cette sortie mène aux berges de la Seine, expliqua rapidement le moine. Prenez le journal et partez. Mais souvenez-vous, la vraie quête ne fait que commencer. Revenez me voir quand la lune sera pleine. Je vous en dirai plus sur la confrérie et sur votre rôle dans tout ceci. Avant qu'ils ne puissent poser d'autres questions, frère Thomas les poussa vers la sortie et referma la porte derrière eux. Ils se retrouvèrent dans une ruelle étroite qui descendait vers le fleuve. « Qu'est-ce que tout cela signifie » demanda Isabelle, encore troublée par ces révélations. Jean-Baptiste regarda le journal qu'il tenait toujours serré contre lui. « Je crois que nous venons d'entrer dans quelque chose de bien plus grand que nous ne l'imaginions. » Ils remontèrent prudemment vers les rues plus fréquentées, conscients que leurs poursuivants pouvaient encore être à leur trousse. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, et les rues s'emplissaient de la vie quotidienne de Paris. « Nous devons être plus prudents, dit Jean-Baptiste alors qu'ils approchaient de la boutique de Maître Laurent. Si ce que dit frère Thomas est vrai, nous ne sommes pas les seuls à chercher les secrets de Flamel. Isabelle acquiesça. La pleine lune est dans une semaine. D'ici là, nous devons déchiffrer autant d'énigmes que possible. Ils se séparèrent devant la boutique, mais Jean-Baptiste retint Isabelle un instant. Il y a autre chose qui me trouble. La façon dont Maître Laurent parlait hier. Je me demande s'il n'en sait pas plus qu'il ne le laisse paraître. Peut-être est-il aussi un gardien, suggéra Isabelle. Nous devrons être attentifs à tous les signes, répondit Jean-Baptiste. Dans cette histoire, rien ne semble être le fruit du hasard. Alors qu'il rentrait dans la boutique, Jean-Baptiste ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de frère Thomas. La vraie transformation ne concerne pas les métaux, mais l'âme humaine. Ces mots résonnaient en lui d'une façon étrange, comme s'ils réveillaient quelque chose de profondément enfoui dans son esprit. La journée qui commençait promettait d'être riche en réflexions. Entre les clients et les préparations, il devrait trouver le temps d'étudier le journal sous un nouvel angle. Car maintenant, il ne cherchait plus seulement des symboles alchimiques, mais les clés d'une transformation bien plus profonde. Trahison et révélation. Le soleil déclinait sur Paris, baignant les rues d'une lumière dorée qui faisait briller les vitraux de Notre-Dame comme des joyaux. Jean-Baptiste était penché sur son mortier dans l'arrière-boutique, pilant distraitement des herbes séchées tout en repensant aux événements de la matinée. Les paroles de frère Thomas résonnaient encore dans son esprit, mêlées aux énigmes du journal de Flamel. Maître Laurent l'observait du coin de l'œil tout en préparant une décoction complexe. Le vieil apothicaire semblait particulièrement songeur ce jour-là, comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Le safran que tu piles depuis un quart d'heure est déjà en poudre, mon garçon, dit-il finalement avec un léger sourire. À quoi penses-tu donc avec tant d'intensité » Jean-Baptiste sursauta, réalisant qu'il avait effectivement réduit les précieuses épices en une poudre beaucoup trop fine. Pardonnez-moi, maître. J'étais distrait. Par les mystères de l'alchimie, peut-être ? La voix de Maître Laurent avait pris un ton étrange, presque complice. Ou par les secrets que garde Notre-Dame dans ses cryptes ? Le jeune homme sentit son cœur manquer un battement. Comment son maître pouvait-il savoir ? Avant qu'il ne puisse répondre, la clochette de la boutique tinta. « Va voir qui c'est, dit Maître Laurent. Nous parlerons plus tard. » Dans la boutique, Jean-Baptiste trouva Isabelle, le visage pâle et les traits tirés par l'inquiétude. « Il faut que je te parle, murmura-t-elle. C'est urgent. » Il la conduisit dans une petite cour à l'arrière de la boutique, où il stockait les herbes fraîches. L'endroit sentait la sauge et le romarin. « Pierre Morin est venu chez nous cet après-midi, dit-elle sans préambule. Il a parlé à mon père pendant plus d'1 heure. Quand il est parti, j'ai surpris une conversation entre mon père et ma mère. Jean, ils veulent m'envoyer chez ma tante à Lyon. Quoi ? Mais pourquoi ? Je crois que mon père c'est pour le journal. Il a dit quelque chose à propos de la protéger des dangers de la curiosité. Et ce n'est pas tout. Elle baissa encore la voix. J'ai vu Pierre sortir de chez nous avec un paquet. Un paquet qui ressemblait beaucoup à un livre ancien. Jean-Baptiste sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tu penses qu'il a trouvé d'autres documents de Flamel dans la bibliothèque de ton père ? J'en suis presque sûre. Et il y a autre chose ? Elle sortit de sa cape un morceau de parchemin plié.
J'ai réussi à copier quelques lignes d'une lettre sur le bureau de mon père. Regarde. Le parchemin contenait une liste de noms, certains barrés, d'autres marqués d'une petite croix. En bas de la liste, Jean-Baptiste reconnut le nom de Nicolas Flamel, et juste en dessous, celui de Maître Laurent. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-il. Un bruit de pas les fit sursauter. Maître Laurent se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage inhabituellement grave. « Cela signifie, dit-il doucement, qu'il est temps que je vous dise la vérité. Rentrez, tous les deux. Il n'est plus sûr de parler dehors. » Il les conduisit dans son laboratoire privé, une pièce où Jean-Baptiste n'avait jamais été autorisé à entrer. Des étagères couvraient les murs du sol au plafond, remplis non pas de simples remèdes, mais d'étranges instruments d'alchimie, alambics, cornus, et creusets de toute taille. « J'étais comme toi, Jean-Baptiste, » commença Maître Laurent en allumant plusieurs bougies. Jeune, curieux, fasciné par les mystères de l'alchimie. J'ai cherché la rose pendant des années. Il s'approcha d'une armoire verrouillée et en sortit un petit coffret en bois sculpté. Ce que je vais vous montrer doit rester secret. Votre vie en dépend. Dans le coffret se trouvait une rose en cristal, si finement travaillée qu'elle semblait presque vivante. Au cœur de la fleur brillait une lueur rougeâtre qui pulsait comme un cœur battant. Ceci est l'une des 7 roses de Flamel, expliqua Maître Laurent. Chacune contient une partie de son secret. Pendant des siècles, les gardiens les ont protégés, les transmettant de maître à apprenti. Alors vous êtes vraiment l'un des gardiens, souffla Isabelle. Je l'étais, corrigea Théil. Jusqu'à ce que certains membres de la confrérie ne se laissent corrompre par la promesse du pouvoir. La société dont Pierre Morin fait partie, les fils de l'Aube Noire, ils étaient autrefois des nôtres. Jean-Baptiste regardait la rose de cristal, hypnotisé par sa lueur pulsante. Que s'est-il passé ? Ils ont oublié que la vraie alchimie ne concerne pas la transformation du plomb en or, mais celle de l'âme. Ils ont commencé à traquer les autres gardiens, à voler leurs secrets. Cette liste que vous avez trouvée. Il désigna le parchemin d'Isabelle. C'est une liste de gardiens. Les noms barrés sont ceux qui ont déjà été éliminés. Un silence pesant tomba sur le laboratoire. Dehors, le soleil avait complètement disparu, laissant la pièce dans une pénombre que les bougies peinaient à dissiper. « Monsieur de Montfort » commença Isabelle d'une voix tremblante. « Est l'un des leurs, oui, » confirma Maître Laurent. « Mais il essaie de te protéger, Isabelle. Il sait que plus tu t'approches des secrets de Flamel, plus tu es en danger. » Soudain, un bruit sourd résonna à l'étage au-dessus. Des pas lourds faisaient craquer le plancher. « Ils sont là, » murmura Maître Laurent. Il prit rapidement la rose de cristal et la tendit à Jean-Baptiste. « Cache-la. Ne la laisse jamais tomber entre leurs mains. Et quoi qu'il arrive, souviens-toi, la vraie transformation vient du cœur. » Il les poussa vers une trappe dissimulée sous un tapis. « Ce passage mène aux caves de la rue Saint-Jacques. Courez jusqu'à Notre-Dame. Frère Thomas vous attendra. »« Mais vous » protesta Jean-Baptiste. « Je les retiendrai. Va. Et n'oublie pas ce que je t'ai enseigné, la patience est la première vertu de l'alchimiste. » À contre-séhur, ils s'engagèrent dans le passage secret. Alors que la trappe se refermait au-dessus d'eux, ils entendirent la porte du laboratoire s'ouvrir violemment. Le tunnel était étroit et humide, à peine assez haut pour qu'ils puissent s'y tenir courbés. Ils avançaient à tâtons dans l'obscurité, guidés uniquement par la faible lueur de la rose de cristal. « Jean, » murmura Isabelle après ce qui leur sembla une éternité, « si mon père fait partie des fils de l'Aube Noire, pourquoi m'a-t-il laissé trouver le journal de Flamel ?»« Peut-être ne savait-il pas qu'il était là, » répondit Jean-Baptiste. « Ou peut-être. » Il s'interrompit brusquement. Devant eux, le tunnel débouchait sur une cave plus large, et des voix leur parvenaient. « Ils doivent être par ici, » disait une voix qu'ils reconnurent comme celle de Pierre Morin. Les passages secrets communiquent tous entre eux. Ils reculèrent silencieusement, cherchant une autre issue. La rose de cristal pulsait plus rapidement maintenant, comme si elle réagissait à leur peur. « Par là, » chuchota Isabelle, pointant vers une ouverture à peine visible dans le mur. « Je crois que ça mène vers la rivière. » Ils s'y engagèrent juste au moment où des lumières apparaissaient dans le tunnel qu'ils venaient de quitter.
Le nouveau passage était encore plus étroit que le précédent, mais ils pouvaient sentir un courant d'air frais. Finalement, ils émergèrent sur les berges de la Seine, non loin de Notre-Dame. La nuit était tombée, et la cathédrale se dressait comme une masse sombre contre le ciel étoilé. « Nous devons trouver frère Thomas, dit Jean-Baptiste, serrant la rose de cristal contre lui. Et ensuite, nous devrons découvrir la vérité sur mon père, compléta Isabelle d'une voix déterminée. Et sur tous les secrets que cache cette histoire. Ils se dirigèrent vers la cathédrale, conscients que leur quête venait de prendre un tournant dangereux. Derrière eux, les lumières de Paris scintillaient sur les eaux noires de la Seine, comme autant de secrets attendant d'être révélés. L'épreuve du feu. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant les ruelles médiévales d'un manteau d'obscurité. Dans le grenier poussiéreux de l'apothicairerie, Jean-Baptiste se tenait devant le journal de Flamel, ses doigts tremblants effleurant les pages jaunies par le temps. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs, donnant vie aux symboles alchimiques qui tapissaient la pièce. Son cœur battait la chamade alors qu'il relisait pour la 100e fois les énigmes cryptiques du maître alchimiste. La disparition d'Isabelle pesait lourdement sur sa conscience, et le temps lui était compté. Les symboles sur les pages semblaient se transformer sous ses yeux fatigués, révélant peu à peu leurs secrets les plus profonds. La rose alchimique, murmura-t-il, traçant du doigt le dessin complexe d'une rose à 7 pétales. Ce n'est pas un simple symbole. Maître Laurent, qui l'observait depuis le seuil de la porte, s'avança dans la pièce. Ses pas faisaient craquer le vieux plancher de bois. « Tu commences à comprendre, n'est-ce pas » dit-il doucement, posant une main ridée sur l'épaule de son apprenti. Jean-Baptiste hocha lentement la tête. Les dernières heures passées à étudier le journal avaient fait naître en lui une compréhension nouvelle, profonde et troublante à la fois. « C'est un processus, dit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Un chemin de transformation en 3 étapes. » Le vieil apothicaire sourit dans sa barbe grise. « L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, et l'œuvre au rouge, récita-t-il. Les 3 phases de la grande œuvre. Mais que signifie-t-elle vraiment, Jean-Baptiste ? Le jeune homme se leva et commença à faire les 100 pas dans le grenier, son esprit bouillonnant d'idées nouvelles. Les symboles du journal prenaient enfin sens, comme si un voile se levait devant ses yeux. L'œuvre au noir, commença-t-il, c'est la purification de l'esprit. Flamel parle de dissoudre les impuretés de l'âme comme l'acide dissout le métal impur. Ce n'est pas une opération chimique, c'est... Il s'arrêta, cherchant ses mots. C'est un processus de destruction des illusions, des préjugés, de tout ce qui nous empêche de voir la vérité. Laurent acquiesça silencieusement, l'encourageant à continuer. L'œuvre au blanc, poursuivit Jean-Baptiste avec plus d'assurance, c'est l'illumination de l'âme. Quand l'esprit est purifié, la lumière peut enfin y pénétrer. Flamel décrit comment la matière noircie devient progressivement blanche comme neige, mais il ne parle pas de métaux, il parle de conscience. Ses pas le menèrent devant la petite fenêtre du grenier, d'où il pouvait voir les tours de Notre-Dame se découper dans la nuit. Et l'œuvre au rouge, la phase finale. Sa voix trembla légèrement. C'est la transformation ultime. La fusion du spirituel et du matériel, la réalisation parfaite de l'être. Et maintenant, dit Laurent en s'approchant, tu comprends pourquoi tant d'alchimistes ont échoué ? Pourquoi tant se sont perdus dans la recherche de leur matériel ? Jean-Baptiste se tourna vers son maître, ses yeux verts brillants d'une nouvelle compréhension. Il cherchait à l'extérieur ce qui ne pouvait être trouvé qu'à l'intérieur. La pierre philosophale. Il s'interrompit, frappé par la révélation. Ce n'est pas une pierre du tout, n'est-ce pas ? Laurent sourit. Continue. C'est un état d'être, souffla Jean-Baptiste. Un niveau de conscience où l'esprit et la matière ne font plus qu'un. L'immortalité que promettait la pierre, ce n'est pas la vie éternelle du corps, mais la transcendance de l'âme. Le vieil apothicaire hocha la tête avec satisfaction. Et maintenant, tu sais ce que tu dois faire pour sauver Isabelle ? Jean-Baptiste retourna au journal, tournant frénétiquement les pages jusqu'à un passage particulier. Les énigmes, elles ne sont pas destinées à révéler l'emplacement d'un trésor ou d'une formule secrète. Ce sont des guides, des étapes sur le chemin de la transformation. Il prit une profonde inspiration, réalisant soudain l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Mais Flamel dit qu'il faut des années pour accomplir la grande œuvre.
Je n'ai qu'une nuit pour sauver Isabelle. Laurent s'approcha d'une vieille armoire et en sortit un petit coffret en bois sculpté. C'est vrai, la transformation complète prend généralement des années. Mais Flamel lui-même parle d'une autre voie, plus dangereuse mais plus rapide. Il ouvrit le coffret, révélant une fiole contenant un liquide d'un noir d'encre. La voie du feu. Jean-Baptiste s'approcha, hypnotisé par le liquide mystérieux. Qu'est-ce que c'est ? Une préparation dont la recette se transmet parmi les gardiens depuis des siècles, répondit Laurent. Elle peut accélérer le processus de transformation, permettant d'accomplir en quelques heures ce qui prend normalement des années. Mais le risque ? Il hésita. Le risque est immense. Beaucoup de ceux qui ont tenté cette voie y ont perdu la raison, ou pire. Jean-Baptiste prit la fiole avec précaution, la faisant tourner entre ses doigts. Le liquide semblait absorber la lumière des bougies. « Ai-je le choix ?» demanda-t-il doucement. « Isabelle est en danger à cause de moi. Je dois la sauver, quel qu'en soit le prix. » Laurent posa une main sur le bras de son apprenti. « Avant que tu ne prennes ta décision, tu dois comprendre. La voie du feu ne te garantira pas la victoire contre le noble et ses hommes. Elle ne te donnera pas de pouvoir magique ou de force surhumaine. Ce qu'elle peut faire, c'est ouvrir les yeux à la véritable nature de la réalité, te permettre de voir au-delà des illusions. Mais ce que tu verras. » Il secoua la tête. Certaines vérités sont difficiles à supporter. Jean-Baptiste reposa la fiole et retourna au journal de Flamel. Il l'ouvrit à une page particulière et lut à voix haute. « La vérité est comme le feu, elle purifie tout ce qu'elle touche, mais peut aussi tout consumeur. Seul celui qui est prêt à tout perdre peut tout gagner. » Il se tourna vers son maître, une détermination nouvelle dans le regard. « Je comprends maintenant pourquoi Flamel a caché ses secrets dans des énigmes. Ce n'était pas pour les protéger des voleurs, mais pour s'assurer que seuls ceux qui étaient véritablement prêts pourraient les comprendre. » Laurent hocha gravement la tête. « Et es-tu prêt, Jean-Baptiste ? Es-tu prêt à voir le monde tel qu'il est vraiment, pas tel que tes yeux te le montrent ? Es-tu prêt à abandonner toutes tes certitudes, tous tes repères ?» Le jeune homme regarda par la fenêtre. Quelque part dans la nuit, Isabelle attendait son aide. Il pensa à tout ce qu'il avait appris, à tout ce qu'il croyait savoir sur l'alchimie, sur le monde, sur lui-même. Était-il prêt à tout remettre en question ? « Je n'ai pas le choix, répéta-t-il, mais cette fois avec plus de force. Si c'est le seul moyen de sauver Isabelle, alors je dois le faire. » Laurent soupira profondément. « Très bien. Mais rappelle-toi, les 3 œuvres doivent être accomplies dans l'ordre. Même avec la voie du feu, tu ne peux pas sauter d'étape. L'œuvre au noir d'abord, la dissolution complète de ton ego, de tes certitudes, de tout ce que tu crois être. C'est la phase la plus douloureuse, la plus terrifiante. Beaucoup abandonnent à ce stade. » Jean-Baptiste prit la fiole et la déboucha. Une odeur étrange, ni agréable ni désagréable, s'en échappa. « Et si je réussis la dissolution ? Alors viendra l'œuvre au blanc, l'illumination. Tu verras la vérité dans sa pureté aveuglante. C'est là que certains perdent la raison, incapables de supporter la clarté de ce qu'ils découvrent. Et l'œuvre au rouge ? » Laurent sourit tristement. « Si tu arrives jusque-là, tu n'auras plus besoin de mes explications. Tu comprendras par toi-même. » Jean-Baptiste regarda une dernière fois le journal de Flamel, puis la fiole dans sa main. Toutes ses études, toutes ses recherches l'avaient mené à ce moment. Il porta le flacon à ses lèvres. « Une dernière chose, » dit Laurent en posant une main sur son bras. « Quoi que tu vois, quoi que tu ressentes, rappelle-toi, ce n'est pas la destination qui importe, mais le chemin. La vraie transformation ne vient pas de ce que tu trouves à la fin, mais de ce que tu deviens en cherchant. » Jean-Baptiste hocha la tête et, sans plus hésiter, but le contenu de la fiole. Le liquide avait un goût métallique, ancien, comme si le temps lui-même avait été distillé en une essence pure. Pendant quelques instants, rien ne se passa. Puis le monde commença à changer. Les murs du grenier semblèrent se dissoudre, les ombres projetées par les bougies prirent des formes étranges, dansant comme des spectres autour de lui. Jean-Baptiste sentit son esprit s'étirer, se fragmenter, puis se dissoudre comme du sel dans l'eau. L'épreuve du feu avait commencé.
La voix lointaine de Laurent lui parvint comme à travers un épais brouillard. Souviens-toi, Jean-Baptiste. La rose alchimique n'est pas un symbole à découvrir, mais un chemin à parcourir. Et ce chemin commence toujours, par la mort de ce que nous croyons être. Puis l'obscurité l'engloutit complètement, et son voyage vers la véritable connaissance commença enfin. La nuit de la transformation. La lune baignait les rues de Paris d'une lumière argentée lorsque Jean-Baptiste émergea de sa transe. Son esprit, encore bouleversé par les visions qu'il avait eues, tentait de s'accrocher à la réalité comme un naufragé à une planche de salut. Les pierres de la rue semblaient vibrer sous ses pieds, chacune racontant sa propre histoire millénaire. « Tu as survécu à l'œuvre au noir », murmura maître Laurent qui le soutenait. Peu y parviennent sans perdre leur santé mentale. Jean-Baptiste observa ses mains, surpris de les voir trembler. Les dernières heures avaient été comme un voyage à travers les abîmes de sa propre conscience, où chacune de ses certitudes s'était dissolue comme du sel dans l'eau. Isabelle, articula-t-il avec difficulté, sa gorge encore serrée par l'expérience. Nous devons la trouver. Les indices du journal de Flamel, combinés aux visions de sa transe, avaient révélé un lieu, une chapelle abandonnée près des remparts de la ville, un endroit oublié depuis longtemps par les fidèles mais pas par ceux qui cherchaient les secrets de l'alchimie. La nuit était déjà bien avancée lorsqu'ils se mirent en route. Les ruelles de Paris, d'ordinaire si familières, semblaient différentes aux yeux nouvellement éveillés de Jean-Baptiste. Chaque ombre cachait un sens plus profond, chaque pierre du chemin brillait d'une signification secrète. L'œuvre au blanc commence, expliqua Laurent en observant son apprenti qui s'arrêtait parfois, fasciné par ce qui semblait être le vide. Et tu vois maintenant ce que peu d'hommes ont vu. Ne te laisse pas submerger par ces révélations. Ils croisèrent une patrouille du guet qui ne leur prêta aucune attention, comme si maître et apprenti étaient devenus invisibles. Jean-Baptiste comprit alors que cette invisibilité n'était pas magique, mais née d'une harmonie parfaite avec leur environnement, un des fruits de la transformation qu'ils subissaient. La chapelle se dressait devant eux, silhouette gothique aux vitraux brisés et aux gargouilles rongées par le temps. Des lueurs vacillantes filtraient à travers les fenêtres brisées, trahissant une présence à l'intérieur. « Ils sont là », chuchota Jean-Baptiste, percevant non seulement la présence physique des hommes du noble, mais aussi leurs intentions, comme des fils sombres tissés dans la trame de la réalité. Laurent posa une main sur son épaule. « Souviens-toi, ce que tu as appris cette nuit n'est pas une arme, mais une clé. La violence n'engendre que violence. » Jean-Baptiste hocha la tête, comprenant enfin pleinement le message de Flamel. La vraie puissance ne résidait pas dans la domination, mais dans la compréhension. Ils entrèrent par une porte latérale dont les gonds rouillés ne grincèrent même pas à leur passage. L'intérieur de la chapelle était illuminé par des dizaines de chandelles. Le noble, un homme au visage émacié et aux yeux brillants d'une fièvre malsaine, se tenait devant l'autel. À ses côtés, Pierre Morin arborait un sourire satisfait. Isabelle était attachée à une colonne, mais son regard restait fier et défiant. « Ah, voici enfin notre jeune alchimiste », déclara le noble d'une voix qui résonnait dans la nef abandonnée. « J'espère que tu as apporté le journal de Flamel avec toi. » Jean-Baptiste s'avança dans la lumière vacillante des chandelles. Les hommes d'armes du noble se raidirent, mais leur maître les arrêta d'un geste. « Je comprends maintenant pourquoi vous le voulez tant, » dit Jean-Baptiste d'une voix calme. « Vous cherchez l'immortalité. La promesse de la pierre philosophale vous consume. » Le noble ricana. « Il consume ? Non, mon garçon. Elle m'illumine. Les secrets de Flamel m'apporteront ce que je désire depuis toujours, la victoire sur la mort elle-même. » « La mort n'est pas une ennemie à vaincre, » répondit Jean-Baptiste, les visions de l'œuvre au noir encore fraîches dans son esprit. « Elle est une partie du grand cycle de transformation. » Flamel l'avait compris. Des paroles creuses de philosophe, cracha Pierre Morin. « Où est le journal ?» Jean-Baptiste sentit l'œuvre au blanc s'intensifier en lui. La chapelle semblait pulser d'une lumière intérieure, chaque pierre révélant les échos des prières qui y avaient été murmurées au fil des siècles. Les visages autour de lui apparaissaient comme des masques transparents, révélant les peurs et les désirs qui les animaient. « Le journal ne vous servira à rien, » dit-il doucement. « Les énigmes de Flamel ne sont pas des instructions pour fabriquer de l'or ou un élixir d'immortalité. Ce sont des métaphores, des guides pour une transformation intérieure. » Le noble s'approcha, ses yeux brillants d'une lueur dangereuse.
Tu mens. J'ai consacré ma vie à rechercher ces secrets. J'ai torturé des alchimistes, pillé des bibliothèques. La pierre existe, et je la trouverai. La pierre existe, confirma Jean-Baptiste, mais pas comme vous l'imaginez. Je l'ai trouvée cette nuit, dans les profondeurs de mon être, là où la matière et l'esprit ne font plus qu'un. Un rire moqueur résonna dans la chapelle. Des fadaises mystiques. Pierre, tue la fille. Peut-être que cela aidera notre jeune ami à retrouver ses esprits. Morin tira son poignard et s'approcha d'Isabelle. Jean-Baptiste sentit quelque chose s'éveiller en lui, l'œuvre au rouge commençait. La réalité sembla se plier autour de lui, non pas comme une illusion, mais comme une révélation de sa vraie nature malléable. L'arrêter, dit-il, et sa voix portait maintenant une autorité qui fit hésiter même les hommes d'armes. Je vais vous montrer. Il sortit de sa poche une pierre ordinaire ramassée dans la rue. Sous les yeux écarquillés de l'assemblée, elle commença à briller d'une lueur dorée. Voilà votre or, dit-il. Est-ce cela que vous voulez? Une simple transformation de la matière? La pierre reprit son aspect normal. Où voulez-vous comprendre le véritable secret de l'alchimie? Le noble s'approcha, fasciné malgré lui. Comment as-tu fait cela? Je n'ai rien fait. J'ai simplement vu la vérité, que toute matière est déjà parfaite, que toute transformation est déjà accomplie. L'or que vous cherchez est partout autour de vous, mais vos yeux sont fermés. Lassé de ces devinettes, cria le noble. Donne-moi le journal, ou... Mais Jean-Baptiste n'écoutait plus. L'œuvre au rouge atteignait son apogée. La chapelle tout entière semblait vibrer d'une énergie dorée, chaque pierre, chaque grain de poussière révélant sa vraie nature divine. Les hommes d'armes reculèrent, leurs armes tombant de leurs mains tremblantes. La vraie transformation, dit Jean-Baptiste, sa voix résonnant d'une sagesse ancienne, n'est pas de changer ce qui est, mais de voir ce qui a toujours été. Le noble sortit une dague de sa ceinture et se précipita vers lui avec un cri de rage. Le temps sembla ralentir. Jean-Baptiste vit la lame approcher, vit la peur et la fureur dans les yeux de son adversaire, vit la trame complexe de cause et d'effet qui avait mené à ce moment. D'un geste fluide, presque dansant, il esquiva l'attaque. Le noble trébucha, déséquilibré, et Jean-Baptiste posa simplement une main sur son épaule. À ce contact, l'homme se figea, ses yeux s'écarquillant devant ce qu'il voyait enfin. Non, murmura-t-il, tombant à genoux. C'est impossible. Pierre Morin, voyant son maître vaincu, lâcha son poignard et s'enfuit dans la nuit. Les autres hommes d'armes le suivirent, laissant derrière eux leurs armes comme des chrysalides abandonnées. Laurent se précipita pour détacher Isabelle pendant que Jean-Baptiste s'agenouillait près du noble effondré. « Qu'est-ce que tu lui as fait » demanda Isabelle en se massant les poignets. « Je lui ai montré ce qu'il cherchait vraiment » répondit doucement Jean-Baptiste. La véritable immortalité n'est pas dans la prolongation infinie d'une existence imparfaite, mais dans la réalisation de notre nature éternelle. Le noble pleurait maintenant, des larmes de compréhension coulant sur son visage transformé. Tant d'années perdues, murmurait-il. Tant d'années à chercher au mauvais endroit. À l'est, les premières lueurs de l'aube commençaient à percer à travers les vitraux brisés de la chapelle. Jean-Baptiste sentit les derniers effets de l'œuvre au rouge s'estomper doucement, laissant derrière eux une clarté nouvelle, une compréhension qui ne le quitterait plus jamais. Laurent posa une main sur son épaule. « Tu as réussi ce que peu ont accompli, mon garçon. Tu as parcouru la voie en une nuit, et tu en es sorti transformé. » Isabelle s'approcha de Jean-Baptiste, l'observant avec curiosité. « Tes yeux, dit-elle doucement. Ils sont différents. » Tout est différent, répondit-il avec un sourire. Et pourtant, tout est exactement comme il a toujours été. Ensemble, ils sortirent de la chapelle dans la lumière croissante du jour. Le noble les suivit, chancelant comme un homme qui apprend à marcher à nouveau. Les rues de Paris s'éveillaient, et pour Jean-Baptiste, chaque bruit, chaque odeur, chaque rayon de soleil portait maintenant la signature de l'infini. L'épreuve était terminée, mais le véritable voyage ne faisait que commencer. La rose éternelle. L'aube se levait sur Paris, baignant les vieilles pierres d'une lumière dorée qui rappelait à Jean-Baptiste les visions de l'œuvre au rouge.
Une semaine s'était écoulée depuis la nuit de sa transformation dans la chapelle abandonnée, mais chaque jour semblait apporter de nouvelles révélations, comme si ses yeux continuaient de s'ouvrir à des vérités de plus en plus profondes. Dans l'apothicairerie de la rue des Écrivains, la vie avait repris son cours, mais tout était subtilement différent. Les herbes séchées suspendues aux poutres semblaient murmurer leurs secrets ancestraux. Les fioles de verre captaient la lumière d'une manière qui révélait la danse des particules à l'intérieur. Même l'odeur familière des préparations médicinales portait maintenant des messages que seul un initié pouvait comprendre. Les clients disent que tes remèdes sont plus efficaces que jamais, remarqua maître Laurent en observant son ancien apprenti préparer une décoction. Comme si tu comprenais maintenant le langage secret des plantes. Jean-Baptiste sourit tout en écrasant délicatement des feuilles de sauge dans un mortier. Chaque chose porte en elle sa propre perfection, répondit-il. Je ne fais que l'écouter et la révéler. La clochette de la porte tinta, et Isabelle entra, portant un paquet enveloppé de tissu. Depuis leur aventure, elle était devenue une visiteuse régulière de l'apothicairerie, fascinée par les changements qu'elle observait chez son amie d'enfance. Le conseil des gardiens s'est réuni hier soir, annonça-t-elle en déposant son paquet sur le comptoir. Ils ont pris leur décision concernant le journal de Flamel. Laurent et Jean-Baptiste s'approchèrent tandis qu'elle dépliait le tissu, révélant le précieux carnet qui avait déclenché toute leur aventure. Ces pages semblaient vibrer d'une énergie subtile, comme si les secrets qu'elles contenaient étaient des êtres vivants, attendant d'être découverts par le prochain chercheur digne de les comprendre. Les gardiens pensent qu'il est temps que le journal trouve sa place dans leur bibliothèque secrète, expliqua Isabelle. Mais ils veulent que tu ajoutes tes propres observations avant, Jean-Baptiste. Ton expérience de la voie du feu est unique. Jean-Baptiste prit le journal avec révérence. Ce n'est pas tant ce que j'ai vécu qui est unique, dit-il pensivement, mais le fait que j'ai pu le comprendre et en revenir intact. Et cela, je le dois à vous deux. Il se dirigea vers l'arrière-boutique, où un petit bureau l'attendait. C'était là qu'il passait maintenant ses soirées à écrire, tentant de mettre en mots une expérience qui défiait le langage ordinaire. Le noble s'est retiré dans un monastère, annonça Isabelle en le suivant. Les moines disent qu'il passe ses journées à méditer dans le jardin, comme s'il voyait le monde pour la première fois. Il le voit vraiment pour la première fois, confirma Jean-Baptiste. Ce qu'il a entrevu cette nuit-là dans la chapelle a brisé toutes ses anciennes certitudes. La reconstruction prendra du temps. Et Pierre Morin, demanda Laurent, bien qu'il connût déjà la réponse. Disparu, répondit Isabelle. Certains disent qu'il a quitté Paris, d'autres qu'il se cache dans les bas-fonds. Mais il a perdu tout crédit auprès des cercles alchimiques. Jean-Baptiste s'assit à son bureau et ouvrit le journal à une page vierge. L'encre dans son encrier semblait plus noire que d'ordinaire, comme si elle était prête à absorber les vérités qu'il allait coucher sur le papier. « Que vas-tu écrire » demanda Isabelle, s'appuyant contre le montant de la porte. « La vérité » répondit-il simplement. Mais pas comme une série d'instructions ou de formules. Plutôt comme un chemin, une invitation à la découverte. Il trempa sa plume dans l'encre et commença à écrire d'une main assurée. À celui qui trouvera ces pages, sache que la vraie alchimie n'est pas l'art de transformer le plomb en or, mais celui de transformer les ténèbres en lumière dans le creuset de ton propre cœur. Laurent hocha la tête avec approbation. Tu écris comme Flamel lui-même. En énigme et en métaphore. Les vérités les plus profondes ne peuvent pas être dites directement, expliqua Jean-Baptiste sans lever les yeux de sa page. Là elles doivent être découvertes, vécues. Les mots ne sont que des indices sur le chemin. Pendant qu'il écrivait, Isabelle s'occupa de la boutique, servant les clients avec une nouvelle compréhension des remèdes qu'elle vendait. Elle aussi avait changé depuis cette nuit extraordinaire. Sans avoir vécu la transformation complète comme Jean-Baptiste, elle avait néanmoins entrevu des vérités qui avaient élargi sa vision du monde. Le soleil était haut dans le ciel lorsque Jean-Baptiste posa enfin sa plume. Ses ajouts au journal n'étaient pas longs, quelques pages seulement, mais chaque mot avait été choisi avec soin, chaque phrase construite pour résonner à plusieurs niveaux de compréhension. « C'est fait, dit-il en se levant. J'ai ajouté ce qui devait être ajouté. Le reste, chacun devra le découvrir par lui-même. » Laurent prit le journal et le feuilleta respectueusement. « Tu as parlé de la voie du feu ? J'ai mentionné son existence, mais pas la préparation elle-même.
Certains secrets doivent rester entre les gardiens. Isabelle s'approcha et posa une main sur le journal. Et maintenant? Maintenant, nous continuons notre travail, répondit Jean-Baptiste en retournant dans la boutique. L'alchimie n'est pas un but à atteindre, mais un chemin à parcourir chaque jour. Il s'arrêta devant une fenêtre, observant la rue animée en contrebas. Les passants vaquaient à leurs occupations, inconscients des mystères qui les entouraient. Pourtant, dans chacun d'eux brillait la même étincelle divine qu'il avait appris à voir. Et tu sais, dit-il pensif, avant tout cela, je croyais que l'alchimie était une science secrète réservée à quelques élus. Maintenant, je comprends que ces mystères sont partout, accessibles à tous ceux qui ont des yeux pour voir. Laurent s'approcha et posa une main paternelle sur son épaule. Et c'est pourquoi tu es devenu un véritable maître. Non pas parce que tu possèdes des secrets, mais parce que tu comprends qu'il n'y a en réalité aucun secret. Seulement des vérités qui attendent d'être découvertes, compléta Isabelle avec un sourire. La clochette de la porte tinta à nouveau, et un jeune homme entra timidement dans la boutique. Il portait des vêtements usés et tenait un livre sous le bras. Ses yeux brillaient d'une curiosité intense qui rappela à Jean-Baptiste sa propre jeunesse. « Maître, dit le jeune homme en s'inclinant légèrement, on m'a dit que vous pourriez m'enseigner l'art de la transformation. » Jean-Baptiste échangea un regard avec Laurent et Isabelle. Le cycle continuait, comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours. La transformation, répondit-il doucement, commence par une simple question, es-tu prêt à voir le monde tel qu'il est vraiment? Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les vitraux de la boutique, projetant des motifs colorés sur le sol. Dans la lumière dansante, une rose gravée sur le comptoir semblait prendre vie, ses pétales s'ouvrant vers une promesse de révélation éternelle. Car c'était là le véritable héritage de Nicolas Flamel, non pas une formule pour créer de l'or ou un élixir d'immortalité, mais la compréhension que chaque âme est déjà immortelle, chaque substance déjà parfaite, et que le grand œuvre de l'alchimie est simplement le chemin qui nous mène à cette réalisation. Et quelque part dans Paris, dans une bibliothèque secrète gardée par une confrérie aussi ancienne que la ville elle-même, un journal attend encore aujourd'hui le prochain chercheur prêt à entreprendre ce voyage extraordinaire, à découvrir que la vraie magie n'a jamais résidé dans la transformation du plomb en or, mais dans la transformation de l'âme elle-même. Car comme l'avait écrit Jean-Baptiste dans ses dernières lignes du journal, l'or que nous cherchons n'est pas un métal, mais une lumière. Et cette lumière, mon ami, brille déjà en toi. Fin.